Nous serons peut-être un jour confrontés au regret de ne pas avoir conservé suffisamment de traces tangibles d'un proche disparu. Par ailleurs, nous pouvons nous interroger sur les enjeux liés à la transmission de notre mémoire collective et dans ce cas, quel rôle le numérique jouera dans la transmission de nos mémoires, de la mémoire collective. Les traces de vie numériques constituent-elles aujourd'hui les éléments immatériels du patrimoine de l'humanité ? Quel rôle accorder à cet outil par rapport à celui de l'artiste qui depuis des millénaires joue ce rôle et sélectionne les traces de nos citoyens ? Allons-nous tendre vers une approche plus démocratique des marqueurs de notre temps ? Avec Horizon 2050, plus de morts que de vivants sur Facebook, le digital interroge la mort. Je vous propose tout de suite de retrouver mes invités pour cette dernière partie de la mort, si on en parlait, consacrée au numérique. Et sur ce plateau, justement, j'ai mes invités en face de moi, on va donc en parler du numérique. Dominique Pont, je suis ravie de vous recevoir. Dominique Pont est directeur général de la clinique Pasteur à Toulouse et fondateur d'Eternesia. Tété, merci Bonjour. beaucoup d'être venu. Tété est un chanteur engagé, auteur du fameux tube « À la faveur de l'automne ». L'Atlas, Bonjour. merci. De son vrai nom, Jules de Desgranelles, l'Atlas est un des street artists les plus en vue du moment. Mais avant de commencer, je vais quand même vous proposer quelque chose, c'est de regarder un document assez exceptionnel. On va se projeter directement dans le futur, ça s'appelle Eternesia. Cette année est spéciale pour toi. Cette année, en rentrant à l'école, tu vas commencer Eternesia. C'est quoi Eternesia? C'est ce que tu es en train de faire pour maman et moi? Eternesia, c'est tellement plus que ça. Je vais te raconter l'histoire. Nous, les humains, nous sommes de passage sur Terre. Et depuis la nuit des temps, le temps des cavernes, nous laissons des traces de notre existence. Au début de nouveaux millénaires, avec la révolution digitale, tout a changé. Le temps s'est alors accéléré. L'humanité produisant alors l'équivalent de 4000 ans de contenu en moins de 2 jours. Les réseaux sociaux prenaient une place grandissante dans la vie des hommes. De grandes multinationales captaient les informations des individus dans le monde entier. Ils se servaient de ces données pour s'enrichir et asservir les humains. Heureusement, ces heures sombres n'ont pas duré, car des esprits lumineux se sont servis des possibilités qu'offrait la technologie pour créer un Internet humaniste. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, Eternesia est alors né. Il s'agissait de rassembler et de conserver la mémoire de tous les êtres humains qui le souhaitaient, de créer un sanctuaire numérique pour leur mémoire et de les inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Avec Eternesia, on est tous égaux, car partout dans le monde, de l'Afrique à l'Amérique, de l'Asie à l'Europe, que l'on soit riche ou pauvre, nous sommes tous invités à déposer notre mémoire dans Eternesia et ainsi poser notre pierre pour construire cette grande œuvre d'art collectif qui est devenue l'un de nos biens communs les plus précieux. Comment on fait? Eh bien, tous les humains qui le désirent peuvent délivrer le contenu qu'ils jugent important pour témoigner de leur vie, tout ce qu'ils souhaitent léguer. De la musique à la peinture, des écrits aux vidéos, peu importe la forme. Tant que ça reste légal, bien sûr. Et il existe même des personnes qui accompagnent ceux qui n'y parviennent pas, pour les aider à créer leur propre contenu. Ce sont des scribes modernes, des médiateurs digitaux, des écrivains publics, des vidéastes, des musiciens. Nous sommes tous égaux dans la transmission de nos mémoires, et Eternesia appartient à nous tous. Une fois réalisés, ces contenus sont disponibles en ligne sur Eternesia, soit pour les proches et les familles, soit pour l'ensemble de l'humanité. Cela donne du sens à la vie, tu sais, de témoigner et de transmettre à ceux qui vont vivre après nous. Et puis, c'est très utile pour les scientifiques, les historiens, les chercheurs ou les simples curieux de comprendre d'où nous venons pour imaginer où nous allons. Eternesia, en fait, c'est un lien entre tous les êtres humains,
passé, présent et futur. Grand-père, comment on peut être sûr qu'il n'y a pas des mauvaises choses sur Eternesia? Eh bien, c'est à ça que sert le Conseil des sages, qui constitue une garantie humaine et qui juge si ce qui est délivré est éthique ou non. C'est ensuite une intelligence artificielle qui vérifie l'ensemble des contenus pour chaque époque. Et toi, grand-père, quand je pourrai consulter ta mémoire? Eh bien, lorsque je m'en irai, bien sûr, tu pourras. Il y a des choses que je souhaiterais laisser uniquement pour notre famille et d'autres que je laisserai pour le monde. Mais ce temps-là n'est pas encore arrivé, ma puce. Allez, viens, tu vas être en retard pour ta première journée d'école. Chaque vie humaine est une œuvre d'art. Eternesia. Je vous ai vus tous les trois très émus pendant la diffusion du film. Est-ce que je peux vous poser une question, Dominique? C'est votre projet. Quelle a été la première réaction quand vous avez vu les images? Il y a un truc de super émouvant parce que c'est un projet que j'ai en tête depuis que je suis enfant et le voir interprété par d'autres qui ont fait ce film, ça le rend réel. Donc c'est ça qui est touchant, troublant et ça me rend heureux, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse justement de ce projet? Parce que vous dites que ça date d'il y a longtemps, quand vous étiez enfant. Ce qui me révoltait quand j'étais petit, je me disais mais pourquoi les gens se souviendront de Jean Moulin et pas de mon grand-père qui était résistant, un petit résistant de rien du tout, mais un résistant quand même. Et ça m'interrogeait de savoir qui c'est qui triait entre la valeur des vies humaines au sens de la mémoire de l'humanité. Je me disais c'est quand même bizarre que si on prend les êtres humains du XXe siècle qu'on apprenait à l'école et qui vont passer la barrière de la postérité à 1000 ans, il y aura Hitler et Staline, mais personne parmi les millions de gens qui sont morts dans les goulags ou dans les camps. Et donc il y avait un petit truc comme ça de révoltant, et cette révolte-là d'enfant, je l'ai toujours à 50 ans passés. Est-ce que les réseaux sociaux sont une solution aujourd'hui pour avoir une empreinte justement digitale? Le fond de ce que je pense, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est raconter sa dernière gastro-entérite sur Facebook, quoi. Et ça n'a pas de sens, ça. Franchement, ça n'a pas de sens. Vous faites pas ça, Tété, l'Atlas? Ça vous arrive pas? Non, moi Vous parlez pas de vos problèmes. Je raconte pas ma vie personnelle sur les réseaux. Je présente que mon œuvre. Finalement, il y a même peu d'images de moi qui sortent. Pour vous, justement, quand vous avez vu ce documentaire, la réaction première, ça a été quoi? Ma réaction première, je viens de comprendre en fait que c'est votre projet personnel, donc forcément ça fait, je suis ému de vous voir ému. Moi, ma porte d'entrée sur la question, c'est que ça pose des questions fondamentales sur la transmission, sur la temporalité. Il y a beaucoup de données effectivement sur Internet. Tous les contributeurs qui publient sur Internet ne sont pas tous des artistes. Certains le sont, certains commentent, paraphrasent les soubresauts de leurs colons. L'idée, c'est justement de mettre à cette disposition une espèce d'open source où on va pouvoir raconter sa vie, si j'ai bien compris. Hein. Le fond, c'est de créer une sorte de nouveau droit de l'homme. Tous les êtres humains vivent, naissent et meurent égaux dans leur droit à la mémoire et à la postérité. Et une mémoire volontaire de leur vie doit pouvoir être conservée au travers des âges, en tout cas une mémoire souhaitée, indépendamment de toute considération de race, de religion ou même de renommée.
C'est-à-dire que moi qui suis rien, ou pas, presque rien au sens de la renommée, ou n'importe quelle personne a ce droit-là. Il peut en user, il peut ne pas en user. Le droit à l'oubli est un droit aussi fondamental. Mais le simple fait de considérer a priori que chaque vie humaine est une œuvre d'art, au sens du patrimoine collectif de l'humanité, ça a du sens en soi, pour ceux qui vivent, pour ceux qui meurent, pour les générations futures, passées, présentes. Et ce simple fait d'inscrire ça comme un droit, en inscrivant la mémoire de tous les êtres humains au patrimoine mondial de l'humanité, c'est une façon d'inscrire à jamais une forme d'altruisme dans ce qu'on transmet. Et c'est à l'opposé d'une vision hyper narcissique d'aujourd'hui et des réseaux sociaux, et qui est en quête un peu d'immortalité. Moi, je pense que c'est accepter sa finitude éternésia dans une vision altruiste et humaniste. Et en fait, c'est pour ça que le simple fait que ça existe et que ça soit possible donne du sens pour les gens qui vivent et pour ceux qui nous suivent. Voilà, moi, ce qui me fait vraiment profondément râler dans tout ça, c'est que le numérique, c'est l'imprimerie d'aujourd'hui, mais l'imprimerie, en Europe, on s'en est saisi comme un outil d'émancipation citoyenne, d'humanisme. C'est le début de l'essor du siècle des Lumières et de l'humanisme et tout ça. Mais le numérique, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est une vision soit libérale et libertaire à l'américaine, soit autocratique et liberticide à la chinoise. Et nous, on ne fout rien. On ne fait rien, on ne construit rien, on ne propose pas de contre-feu. Et donc moi, je pense qu'il y a une façon de faire qui est de dire on ne s'occupe plus du tout du numérique, on laisse faire les autres. Moi, je crois à une autre vision, c'est qu'en Europe, avec notre vieille tradition de pensée humaniste, issue de la philosophie grecque et latine, on doit pouvoir utiliser l'outil numérique avec une vision humaniste. Et pour moi, la question de la mémoire, c'est la question fondamentale de l'humanisme, parce que c'est quoi la valeur d'une vie humaine pour un humaniste? C'est inestimable. Parce que c'est, je sais pas quoi, une combinaison génétique impossible à reproduire, une succession d'émotions, de rencontres, d'expériences uniques. Donc c'est plus rare que le plus rare des métaux rares et plus précieux que la plus précieuse des œuvres d'art. Donc la mémoire d'une vie humaine pour un humaniste, ça devrait être inscrit au patrimoine de l'humanité comme manifestation tangible d'une vie humaine. Et donc bien sûr que derrière il y a plein de sujets éthiques, qu'est-ce qu'on va faire de ces données, à quoi ça sert. Mais en tout cas aujourd'hui on trie et on accepte qu'un tri s'opère avec une élite qui persiste, la vie humaine où l'histoire des élites fait partie de l'histoire humaine. Mais les gens lambda, en fait, ils sont oubliés au sens du patrimoine de l'humanité. Et moi, depuis que je suis petit, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Tant qu'on avait l'alibi de la limitation technologique, s'il fallait abattre des arbres, graver du marbre, écrire sur des parchemins, imprimer des livres, bon, on n'avait pas la capacité à le faire. Mais maintenant qu'on a la capacité technologique de le faire, qui va décider comment on trie entre les mémoires humaines aujourd'hui? Et selon quels critères? Atlas et TT travaillaient sur un projet en commun avec Eternesia? Comme je l'ai dit, moi c'est un projet que je trouve tout à fait fascinant parce que la transmission d'un répertoire, d'une œuvre, permet à cette œuvre de survivre à son auteur. Alors après, effectivement, je comprends pas humanisme versus art, mais cette question-là, elle est fascinante. Pour autant, je pense que j'ai surtout envie d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire, avant de savoir si voilà, même si ce que je propose a vocation à être transmis aux générations suivantes, parce qu'il faut aussi se poser la question dans l'autre sens. Je veux dire, je crois que dans tout ce que vous parliez de la culture gréco-latine, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt personnellement, c'est vrai que c'est des clés de compréhension de lecture du monde, et Dieu merci, la pierre nous les a transmis. Et du coup, c'est notre articulation logique maintenant. Donc je crois qu'effectivement, il y a un tri à faire dans tout ça. Parler d'un conseil des sages, c'est le verrou déontologique que vous avez mis, c'est super. Moi, c'est une histoire, j'ai surtout envie d'en savoir plus. Donc pour vous, là tout de suite, l'art, c'est d'abord la marque, l'empreinte qu'on peut laisser, mais il y a forcément d'autres choses aussi qu'on peut laisser. Vous pensez que, justement, vous parliez de personnes lambda, peuvent laisser leur empreinte et que ce soit totalement légitime aussi? Comme à votre échelle, par exemple? Bien sûr, enfin il n'y a pas de rapport entre le fait d'être connu ou non et de vouloir devenir éternel. C'est le traumatisme lié à la mort qui pousse tout le monde à vouloir faire des choses qui vont rester après sa mort. Après que ce soit dans une échelle familiale ou dans une échelle internationale avec les réseaux, avec le numérique, ça n'a pas d'importance finalement. Ce qui compte, pour moi, de ce que je comprends là, c'est
comment l'homme se soigne par sa vision de l'éternité dans le fait qu'il soit un être fini, quoi. Ce que je me disais en regardant la présentation, c'est qu'au début du XXe siècle, il n'y a que dans les familles d'aristocrates qu'on pouvait voir les visages des gens sur 4 générations. Il n'y a que les petits-enfants de l'aristocrate, en fait, qui pouvaient savoir à quoi ressemblait leur arrière-grand-père. Et finalement, le témoignage de la personne qui ne venait pas de ce milieu-là, c'était quand on trouvait des chaussures enfouies sous un chantier. C'était un témoignage pour la postérité, pour l'éternité, mais sous le sceau de l'anonymat. Parce qu'on ne savait jamais qui était, c'est un peu comme le soldat inconnu, entre guillemets, qui nous raconte quelque chose de très fort sur l'endroit d'où vient une culture, mais de lui on ne sait rien finalement. Et ben justement, voilà, ce type de problématique, ça permet cet égalitarisme-là. Ouais, et tu vois, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, je suis allé présenter ce projet à quelqu'un dont on peut considérer qu'il fait partie de l'élite de notre pays. Je ne dirais pas qui. Il m'a expliqué en fait qu'il était contre ce projet-là parce qu'il était pour le darwinisme social en termes de mémoire humaine. Comme ça, c'est clair. C'est qu'est-ce qu'il entend par le darwinisme social ? C'est-à-dire de dire depuis que l'homme est homme, il y a toujours eu les vies qui valent le coup en termes de mémoire, en termes de souvenirs et les autres. Et donc le simple fait qu'il m'ait parlé de ça, ça a démultiplié mon envie de faire péter le truc, quoi. Bah ouais, parce que c'est insupportable. Bien sûr. Ça pose des sous-questions super intéressantes. Je veux dire, les secrets d'État, on sait qu'on attend 50 ans avant qu'ils soient déclassifiés. Donc là, ça se passe comment ? Je veux dire, En fait, on a écrit tout un tas de principes, on a travaillé avec des éthiciens sur ce sujet, et cette question de la temporalité, je veux donner accès à pour qui, pour combien de temps, à partir de quand je rends ça public, quand est-ce que je rends ça privé, ça c'est des choses qui sont accessibles avec le numérique. Mais encore une fois, ce que je crois, c'est que ces principes-là, en fait, ils doivent être travaillés dans un cadre d'éthique. Il faut que des gens réfléchissent à ça. On ne peut pas laisser faire comme ça le marché autour de ces sujets-là. Mais techniquement, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Je vous donne un petit exemple. Dans mon établissement de santé, donc je dirige une clinique, on a travaillé avec des écrivains publics qui travaillent pour écrire la mémoire des gens qui sont en train de mourir. D'accord ? On leur propose en fait pour témoigner à leur famille, etc. Et en fait, le truc qui est très intéressant, c'est qu'au début, ils disent oui, je veux que ça soit totalement privé, je vais raconter des choses intimes, et puis ça les rend vivants jusqu'au bout en fait de faire ça. Et au bout d'un moment, au bout de quelques jours de travail, ils vous disent non mais en fait moi j'aimerais bien faire passer ce message de façon générale parce que j'ai connu ça pendant la guerre, j'aimerais bien que les gens sachent qu'il ne faut plus recommencer ça. Donc en fait le passage de la sphère privée à mais moi aussi je suis capable et j'ai le droit et ça peut être utile que je témoigne pour le reste de l'humanité, ça en fait je pense que c'est quelque chose, c'est juste qu'on n'est pas habitué à cette idée-là que ça soit ouvert à tous. Mais si c'était proposé, je suis sûr que plein de gens s'en saisiraient. Et à contrario, je me rappelle dans cette expérience que les gens de la famille qui recevaient cette mémoire, donc post-mortem, en fait, ça les déculpabilisait d'oublier celui qu'ils ont aimé. Et donc en fait, il y avait quelque chose de très vivant en fait dans cette transmission, alors qu'a priori, ça pourrait être gênant et considéré comme quelque chose de morbide. Et au contraire, moi je pense que la transmission de la mémoire, c'est éminemment vivant et éminemment humain. Merci beaucoup. Je vous propose de faire une petite pause. Et tout de suite, on va regarder un documentaire, vous allez voir, avec une initiative très belle et très poignante qui s'appelle Traces de vie. Bonjour, je m'appelle Christelle Cuinet, je suis fondatrice et biographe de l'association Traces de vie que j'ai créée en 2011. En tant que biographe, je me rends au chevet du malade, qui peut être un enfant, un adolescent ou un adulte, et je lui permets de se raconter. J'enregistre donc l'entretien que nous menons ensemble et puis ensuite je fais un livre à partir de ce récit qui est offert aux familles en 10 exemplaires. Je pense que ce livre qui va rester dans les familles et qui va peut-être même trôner dans la bibliothèque du salon fait partie d'un héritage vraiment très fort pour la famille. Alors, fort pour la famille ou fort pour la personne malade qui va survivre. J'ai des gens qui investissent pleinement ce moment, ce récit. Pour eux, c'est primordial. Je pense à des cas particuliers. En 2019, on m'a demandé d'accompagner beaucoup de jeunes adultes en fin de vie, en soins palliatifs. Des hommes et des femmes qui avaient une petite quarantaine d'années et qui laissaient des enfants en bas âge. Et ils ont écrit un livre pour leur enfant.
Alors je peux vous dire que là, en termes de transmission et d'héritage, c'est extrêmement fort. Il y a 10 jours, j'ai offert un livre à un petit garçon qui avait perdu son papa 2 mois plus tôt. Et je lui ai remis cet ouvrage qui avait été fait pour lui. Et ces moments-là, pour moi, je ressens tout le sens de mon travail. En faisant le métier de biographe, j'ai vraiment trouvé un sens à ma vie. Je me sens aujourd'hui pleinement à ma place dans ce que je fais, dans cette notion de transmission. Ce travail a du sens. D'ailleurs, s'il n'en avait pas, je pense qu'on n'aurait pas 75 demandes de gens qui veulent faire cette formation. Je pense que des partenaires financiers pourraient nous accompagner sur cette question-là, pour que ces accompagnements soient gratuits, pour qu'on puisse placer des biographes dans les régions de France et les accompagner au mieux dans ce nouveau métier. Je pense que pour beaucoup de personnes en fin de vie, écrire ce livre, c'est une sorte de délivrance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils savent qu'ils vont partir, mais qu'ils laissent une trace de leur vie ou de moments de vie à leurs proches. Et je pourrais terminer sur quelque chose qui m'a frappée toujours, et c'est bien normal. Dans les familles, on a souvent beaucoup de mal à se dire qu'on s'aime, et dans ces livres, il y a beaucoup d'amour qui est transmis. Traces de vie, on l'a vu, des écrits, devenir biographe. Tété, du coup, on est vraiment un peu plus dans votre domaine, l'écriture. Ça vous parle un peu, ça, ce sujet? Un peu plus, peut-être? On peut être qu'ému en voyant ça. D'ailleurs, à l'issue de la projection de support, je disais à Dominique, mais t'imagines si on pouvait léguer des émotions. Moi, j'adorerais savoir ce que mon arrière-grand-père a ressenti la première fois qu'il a fait du vélo. C'est rien, mais c'est très puissant. Ou notre Madeleine de Proust à tous. Ouais. Vous en avez pensé quoi de ce documentaire? Dans mon hôpital, on fait exactement la même chose, et je confirme ce qui a été dit par la personne qui témoigne dans le reportage. Il y a quelque chose d'éminemment vivant. En fait, c'est ça qui est le plus marquant dans ce type d'expérience. Et je suis d'accord avec elle, c'est vraiment ralent qu'il n'y ait pas d'argent pour développer ça. Oui. Parce que cet accompagnement en soins palliatifs autour de la question de la mémoire, enfin, vous imaginez ce que ça apporte sur une fin de vie de faire ce genre de choses. Travailler pour créer sa postérité toute sa vie, c'est un sujet donc, qui peut être assez vaste, on l'a vu dans l'écriture, dans l'art. Justement, l'Atlas, vous avez touché à quelque chose qui est particulièrement fort. On a dit c'est le marbre. Est-ce qu'il y aurait une matière sur laquelle vous pourriez travailler pour être encore plus vivant après votre mort? Je sais pas, mais je dirais que peu importe les supports, ce qui est important, moi je reste à une échelle humaine, donc je dirais sur 3 générations ou 4 générations, quoi. Mes filles connaissent leur arrière-grand-mère, donc moi je suis archiviste de la famille, j'ai scanné toutes les photos du côté paternel, du côté maternel, j'ai regroupé tous les écrits de tout le monde, j'ai tout scanné. Arbre généalogique. Donc voilà, mais je ne suis même pas dans une vision d'humanité je suis à pas plus de 100 ans, quoi. Je connais pas encore mes petits-enfants, mais voilà, on reste sur une échelle personnelle de 3-4 générations, où pour moi ce qui est important, c'est que ces 3-4 générations ensemble aient connaissance ensemble de l'ensemble de leur mémoire. Au-delà de ça, je pense pas plus loin, quoi. Voilà. Pour Eternesia, qu'est-ce qu'on peut espérer de grandiose pour les prochaines années? Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que ce sujet de la question de la transmission de la mémoire à l'échelle de l'humanité soit un débat public, soit mis à débat public. Qu'il puisse y avoir des gens contre, des gens pour, mais qu'on en parle. Et qu'on mette ça sur la table. Qu'on mette ça sur la table et qu'on ne considère pas pour acquis qu'elle est en train de se construire dans des boîtes privées aux États-Unis ou en Chine, mais qu'on peut peut-être se réapproprier ce patrimoine-là. Et que c'est une question fondamentale pour l'humanité. Au moins, que ce sujet soit à débat. Et après, trouver un mécène pour démarrer, pour créer une fondation. Voilà. Si demain vous aviez la possibilité, tous les deux, et je me retourne vers vous, artistes du coup, de laisser un petit mot à vos enfants, justement, parce que vous avez des enfants tous les deux, si je ne m'abuse, ce serait quoi? Moi, je vais citer ma grand-mère. Oui. J'ai perdu ma grand-mère quand j'avais 19-20 ans, d'une longue maladie.
Et quand elle a compris qu'elle allait partir, elle m'a écrit une lettre dans laquelle elle m'a dit « Sois ambitieux et le droit ». Et c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Et je me souviens que ma femme a acheté un livre à mes enfants quand ils étaient petits, mais quand ils l'étaient encore plus, qui s'appelle « Le monde est à toi ». Mais je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse dire à quelqu'un, à son enfant, à quelqu'un qu'on aime, t'as le droit d'être toi, tu le mérites ce bonheur. Et puis va chercher les choses. Et je voulais juste glisser un petit truc parce que ce que vous dites en fait avec Eternesia, moi ce que je trouve génial, c'est que ça nous force à nous projeter dans la génération d'après. Et encore celle d'après, encore celle d'après. Et collectivement, pour que l'humanité accède à l'immortalité, il faut qu'on arrive à ce qu'on appelle le développement durable. Et manifestement, collectivement, on a vachement de mal à se dire tout ce qu'on détruit aujourd'hui, les ressources qu'on détruit, et leur non-renouvelabilité, et bien c'est quelque chose qu'on va léguer ou pas aux générations d'après. Et là, on se comporte un petit peu comme si c'était dissocié de nous. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait nous aider de plus se projeter dans ce qu'on va léguer à nos descendants dans 2, 3, 4, 5 générations? Est-ce que ça ne nous aiderait pas plus à raccourcir cette temporalité-là? Parce que je parlais de la mémoire d'une famille. On est programmé cognitivement pour se souvenir de notre arrière-grand-père, que dans le meilleur des cas, on a vu quand on avait 3, 4 ans. Mais on n'est pas programmé pour se projeter sur 200 ans en arrière ou en avant. Cognitivement, les êtres humains ne sont pas câblés comme ça. Donc, comment on fait pour accéder à ça? Parce que maintenant, la science avance beaucoup plus vite que nous. Donc, je n'ai pas la réponse, évidemment. Mais voilà, c'est des questions. Moi non plus, je ne peux pas vous répondre dans l'immédiat. L'Atlas, du coup. Pas facile cette question. Pas facile, non. Enfin, disons que c'est des questions très personnelles, même si on essaye de les élargir à l'échelle humaine. Bon, après moi, je tiens un carnet où j'écris et que je ne montre pas aujourd'hui à mes enfants, mais que je sais qu'ils vont retrouver avec les caisses de photos. J'ai fait ça aussi, moi. Donc, dès que j'écris, je sais très bien que c'est elles qui vont le lire. Donc, il y a plein de choses qu'il y a à l'intérieur que je dirais pas là. C'est comme un livre de bord? Qu'est-ce que c'est exactement ce petit carnet? Oui, enfin, j'écris pas tous les jours, mais souvent quand je me déplace géographiquement, j'ai ce besoin d'écrire pour raconter. C'est une sorte, pareil, d'autobiographie, mais c'est aussi en pensant à ceux qui seront après, mais pas, je pense pas juste à l'échelle internationale. Je pense vraiment dans l'histoire intime, familiale, de ceux qui vont le retrouver après ma mort et qui vont avoir besoin de comprendre qui j'étais, pas que par leur prisme, mais par le mien, c'est-à-dire de la manière dont moi je me racontais, où je me voyais moi-même, pour faire le point voilà, entre ces deux visions. Mais bon, ce que j'essaye de leur transmettre, c'est toujours d'essayer de continuer son rêve personnel et de faire la distance, d'avoir la distance avec le rêve du monde, ce que j'appelle, c'est-à-dire le rêve social, le rêve de la réussite sociale, mais qui finalement peut souvent être une dérive par rapport à qui on est ou à qui on a vu qu'on serait dans le futur quand on est enfant. Parce que quand on est enfant, on a une vision très aiguisée de ce qu'on veut être. Et ensuite, il y a tous les pièges sociaux qui parfois peuvent nous amener ailleurs. Voilà, donc, je les ramène toujours à elles-mêmes. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des choses qui brillent et qui nous attirent, mais parfois, on se retrouve loin de qui on avait envie d'être. Voilà. Merci. Merci à tous les trois. Merci Tété, merci Dominique, merci l'Atlas pour écouter vos réactions très très passionnantes. Est-ce que vous avez le mot de la fin? Alors je ne sais pas, je me tourne vers celui qui aurait peut-être envie de prendre la parole. Et oui, je me suis retournée vers vous, l'Atlas. Moi, toute cette discussion qu'on a eue me fait penser à une phrase de Jean-Pierre Melville, le réalisateur, qui, à la fin d'une de ses interviews, le journaliste lui demandait mais alors, quel est votre plus grand rêve? Et il n'était pas préparé à cette question, on voit, parce qu'il s'arrête 3-4 secondes quand même. Et puis il regarde la caméra et dit « Devenir éternel, puis mourir ». Parfait. Alors merci pour ce mot de la fin, on va rester là-dessus. Merci à tous les trois. Rentrez bien. Oh, c'est joli. Allez, à vous aussi. Namasté. Namasté.